Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, nous allons parler de Nightmare Alley, le nouveau film de Guillermo del Toro, scénario de Guillermo del Toro accompagné de Kim Morgan, dont je ne sais pas qui c'est, j'avoue j'ai pas fait un petit travail de recherche sur cette personne. Et du coup, ça parle de quoi ce film ? Alors qu'il traverse une mauvaise passe, le charismatique Thornton Carlyle, je le parle avec un accent québécois absolument formidable, débarque dans une foire et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante, Zena, et de son mari, Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S'initiant auprès d'eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanson se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir aussi l'aide d'une psychiatre qui pourrait bien se révéler le plus redoutable de ses adversaires. Voilà, ce petit pitch est que si vous connaissez Guillermo del Toro, ça vous étonne même pas en soi sur le cinéma qu'il approche. Mais on va y revenir un peu plus tard, car j'ai envie de passer sur plusieurs points, et là j'ai vraiment fait des notes parce que c'est un film qui est tellement complexe à analyser que je suis obligé de passer par des grosses notes. D'habitude où je pars un petit peu en freelance et que je me laisse porter par la voix du live avec quelques notes par-ci par-là. Enfin, j'ai plus des points d'accroche, là j'ai fait vraiment des grosses lignes d'accroche. Et j'ai envie de parler vers la mise en scène de Guillermo del Toro, qui reste, on va dire, globalement celle de Guillermo del Toro. C'est-à-dire, on a quand même des plans, beaucoup de plans qui sont en plan séquence, des plans très bien composés à base de courtes focales, comme il le fait depuis pas mal d'années, qui vraiment, pourquoi il utilise ça, c'est pour vraiment t'ancrer pleinement dans son univers. C'est-à-dire qu'il est très souvent dans des plans très larges pour permettre justement à que tu rentres dans son monde, dans sa fantaisie, et justement pour que le personnage soit au milieu d'un tout. Et que là, j'ai trouvé, là où même dans la forme de l'eau, je trouvais que c'était déjà fait avec brio, et justement avec une certaine forme de romantisme plus adulte, plus sensuel, que faisait pas forcément Guillermo del Toro avant. Avant, il avait un côté un peu plus prude, on va dire. Vous regardez beaucoup de ses anciens films avant, pour moi, La forme de l'eau, ça me parle. La sexualité est vue comme quelque chose de très compliqué, de très néfaste, ou voir que c'est quelque chose de très platonique. Alors que depuis La forme de l'eau, il n'a plus peur de jouer avec ça, je pense. Il n'a plus peur de jouer avec l'émotion un peu sensuelle, sexuelle, et ça prime vraiment beaucoup sur la forme qu'a Nightmare Alley, justement, qui est un vrai film entre deux genres, dont j'y reviendrai un petit peu après. Et là, on est vraiment sur, depuis La forme de l'eau, moi ce que j'appelle une maturation de cinéma. Un petit peu comme en comparaison, si je devais le faire avec un autre réalisateur, ça serait peut-être Quentin Tarantino, qui je trouve depuis Django, à post-Django même, qu'avec Les 8 salopards et Once Upon a Time in Hollywood, est vraiment dans un cinéma qui est très intéressant pour une simple raison, c'est que je vois un film de Tarantino qui me parle justement, pas de cinéma comme ce jeu un peu cinéphilique qu'il a depuis ses débuts, mais qui est très charmant et que j'aime beaucoup, mais quelque chose de plus, je trouve, maîtrisé dans la mise en scène, dans le ton, dans la manière d'amener les personnages, dans l'ambiance. On a vraiment une maturité de cinéphile, du cinéaste. Et là, Guillermo del Toro est clairement dedans. Je dis pas ce qu'il faisait avant n'était pas adulte tout un temps, mais il y a souvent, chez des carrières de cinéastes, on sent qu'il y a une folie visuelle, qu'il y a une folie d'envie de cinéma, et qu'à un moment, cette folie s'arrête un petit peu pour devenir quelque chose de plus sobre et de plus efficace. Et ça arrive chez plein de réalisateurs. C'est arrivé dans de très nombreuses carrières. Je prends l'exemple de Tarantino parce que c'est l'exemple qui parle à tout le monde. Mais moi, perso, il y a des réalisateurs qui ont cette folie visuelle et qui, je pense, dans les années à venir, vont clairement pouvoir amener des films beaucoup plus efficaces. En tout cas, c'est une conception de cinéma que je trouve très intéressante et qui se voit beaucoup chez des réalisateurs très confirmés. Mais du coup, j'ai envie de te dire, le personnage humain et le monstre, qui est aussi une des thématiques principales de Guillermo del Toro. C'est une thématique qui a toujours été là, le monstre humain. Ça se passe par exemple, pour ceux qui ont vu le labyrinthe de Pan, là où c'est, on va dire, le plus direct, où les monstres
sont pas les choses les plus horribles qui existent. L'humanité sur Terre, et notamment dans l'Espagne franquiste de l'époque, était beaucoup plus cruelle et beaucoup plus dure que ce monde fantastique que se crée le personnage principal. J'oublie son nom, voilà, vous m'en prenez pas compte. Et comme dans La Forme de l'eau, qui est son film oscarisé, qui est le film que je crois qu'il a fait le plus d'entrées dans sa carrière, en France, bah derrière, ce cher Guillermo montre que justement encore le monstre est peut-être des fois plus humain, beaucoup plus tendre, beaucoup plus humain toujours que l'être humain. Là où l'être humain peut faire preuve de vice. Et là, je trouve que c'est très intéressant parce que il n'y a pas de fantastique. Il n'y a pas de fantastique dans ce film. On est vraiment sur une frontière entre le film de Freaks comme... comment il s'appelle c'est Tom Welling, je crois, qui a réalisé Freaks, ou même la série par exemple Freaks de American Horror Story, qui en parle plutôt bien, même si des fois de façon abracadabrantesque, tu comprends pas des fois comment ils partent dans des trucs, mais globalement ça monte un peu l'idée. Ces monstres justement, ces gens un peu difformes, ces créatures, ces gens un peu de talent qui faisaient des spectacles dans les foires, et que là justement on montre tout le côté humain de ce côté justement de ces freaks, quelque part, qui sont un peu des exclus de la société et qui vivent entre eux pour divertir les gens. Là d'où vient le cinéma d'ailleurs. Le cinéma était avant tout dans les foires, il y en avait un peu aussi dans ces foires de freaks. Et quelque part, le cinéma était quelque chose d'un peu démoniaque au début. Certains comprenaient pas la force du truc. Mais globalement, on a sur un cinéma que je trouve très fort sur ça, où on a les freaks, et après, le film a une coupure très radicale vers, je crois, les 40 premières minutes du film, et du coup, derrière, on passe vraiment de ce monde de freaks à la société new-yorkaise, et un changement de registre derrière, à la société new-yorkaise des années 40, dont grosse période du film noir qui est énorme, qui se faisait beaucoup de films du côté de New York, qui était très intéressant. Et du coup, c'est de savoir que Guillermo del Toro, derrière, dans ce cinéma, a fait vraiment un lien que je trouve très efficace entre ces deux genres. Et je développerai un petit peu plus tard sur en quoi c'est vraiment personnel à lui, mais en tout cas, on a vraiment se montrer que Guillermo del Toro a aussi déjà ce mix des genres, mais aussi se réapproprier des genres, qu'il le faisait déjà avec le Freaks, mais le film noir beaucoup moins, même si il avait déjà, je pense, toute une analyse de lumière, en tout cas, dans tout ce qui est en termes de lumière, de composition de cadre. C'est très film noir dans beaucoup de points. Vous regardez le labyrinthe de Pan, on n'est pas très loin de certains effets d'ombre du film noir, c'est-à-dire que quand même, à l'époque, les films noirs, on est en noir et blanc de cette époque-là, étaient très contrastés, beaucoup d'effets d'ombre, beaucoup d'ombre marquées, et moi, c'est quelque chose que j'adore, hein. Je vais vous dire une chose, petit café du matin pour vous les gens, parce qu'on est en bonne compagnie sur Était une fois le cinéma. Et du coup, on a vraiment, je trouve, quelque chose de très intéressant dans ce film qui fait que je trouve que Guillermo del Toro est un mec qui sait vraiment manier les genres avec génie. Et j'ai remarqué un détail qui m'a pas tapé à l'œil, parce que je n'avais pas fait attention tant que ça, mais quand tu prends le temps de réfléchir, c'est quand même le premier casting de star. Et c'est pour ça que je dis une continuité stylistique, mais du renouveau et une presque plus adulte dans le cinéma de Guillermo del Toro. Et d'avoir ce premier casting de star, parce qu'on parle quand même attendez, je sors ma petite liste. Voilà, on a quand même Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, William Dafoe. On a Rolf Perlman. On a quand même un très gros casting de stars, mais de stars de catégorie A. On a vraiment peut-être quasi ce qui se fait de mieux presque à Hollywood sur la dernière décennie. Donc, d'avoir un casting comme ça. Et certains vont me dire oui, mais dans Clinton Peck, il a quand même des bonnes stars et tout ça. Mais je te parle parce que on a quand même des stars mais mondiales que tout le monde peut connaître, que tout le monde a vu. Alors dans Crimson Peak, tu vas me dire oui, il y a Lucky, il y a tout le tintouin. Je parle un petit peu pour les gens qui connaissent pas son nom tout le tintouin. Mais globalement, on est sur des stars, on va dire connues, mais pas des triple A. On est sur, on va dire, du petit A, du bon A, pas plus. Mais derrière, là, on est sur du gros casting. Et c'est ça que c'est pas le même approche, pas le même travail. Et derrière, tu vois Guillermo del Toro qui t'offre
une possibilité de cinéma avec des vraies stars où ça change. Apparemment, d'ailleurs, même DiCaprio devait avoir le rôle du personnage de Bradley Cooper, mais finalement. Et moi, perso, j'aurais aimé voir ça. Mais bon, ça se fera jamais. Ou peut-être ils choperont peut-être une autre occasion de jour pour travailler ensemble. Mais je pense que Bradley Cooper fait un très bon travail. Et au niveau de là, je vais parler un petit peu de l'acting. Globalement, tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Bradley Cooper a ce côté double visage que je trouve qui lui va très bien et qui montre qu'il a un talent énorme pour jouer les FDP, car c'est à la fois un personnage qui manipule beaucoup, un personnage qui est vraiment diabolique, un personnage malsain, et ça, je trouve ça très fort. Et c'est vrai que c'est pas tous les films où des fois il joue le personnage très sympathique et tout un temps, mais là on a vraiment sur quelque chose de très proche de la fils de puterie. Donc voilà, c'est un très beau casting, et ce qui fait que, justement, je trouve plus adulte, c'est qu'il faut gérer ces stars. C'est pas forcément le même niveau que certaines stars. Là, on est vraiment sur quelque chose où ces acteurs te font confiance, t'as été oscarisé, maintenant tu peux monter de gamme en termes d'acteurs, et peut-être amener un nouveau public. Et je reviendrai un petit peu d'un nouveau public dans la deuxième partie de cette critique. Alors là, on va parler un peu plus mise en scène, les gens. Je rebois un peu de café parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le café, c'est la vie. Si je pourrais en boire toute ma vie sans avoir un arrêt cardiaque, ça serait génial. Donc du coup, les mouvements de caméra. Les mouvements de caméra, c'est très intéressant chez Guillermo del Toro parce que c'est un réalisateur qui, dès ses débuts, a un amour pour le plan séquence, pour les courtes focales, pour un cinéma très composé, un cinéma vraiment qu'on peut situer de sud-américain, même mexicain, cette nouvelle vague entre guillemets une nouvelle vague vulgairement mexicaine avec les Cuarón et tout le tintouin, qui encore je dis Cuarón, Alfonso Cuarón et tout le reste, il y a Guillermo, et le troisième j'ai oublié qui c'est, j'ai un trou, c'est le matin les gens, ne m'en prenez pas compte, hein. Même le matin j'ai la tête dans le cul. Mais du coup, cette nouvelle vague mexicaine qui est très intéressante et qui offre quand même, parmi, je pense, des années 2010, parmi les meilleurs films, faut dire quand même que Birdman, The Revenant, Roma, tous ces films-là font partie, je pense, quand même d'une mouvance de cinéma qui est très intéressante et qui a vraiment quelque chose de très stylistique, très commun. En soi, c'est-à-dire par exemple un grand amour du plan séquence, du plan séquence composé, parce que c'est pas un plan séquence qui part en vrille où tu sais pas où il va aller. Non, c'est des plans séquences qui sont très bien calibrés, très bien, même caméra épaule, qui sont très bien composés et qui t'offrent vraiment une ouverture d'un univers. Et derrière, comme dans Le Fils de l'Homme par exemple, où derrière, tu vois quand même Inarritu, voilà, ça me revient. C'est Inarritu, voilà que j'ai zappé. Ça, voilà, comme ça. Mais du coup, comme je disais, ou même dans Les Fils de l'Homme, ou quand le personnage fuit, quand il y a les bombes et tout le tintouin, et qui va t'amener justement l'univers. Là où beaucoup de films, je pense, moins talentueux, auraient fait que suivre le personnage d'un point A à un point B en mode Rambo, go, 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 on y va à droite-gauche. Ces réalisateurs birvoquent sur le côté pour voir les gens, la population, où ça se voit même par exemple dans un des premiers films, je crois, c'était Cuarón, je crois que c'était Cuarón, avec Edu Mamatambien, qui est un de mes films préférés. Je l'aime, ce film, qui est un vrai film sur deux jeunes et sa cousine qui vont partir à la plage, et avec les histoires enfin pas cousine, c'est sa belle cousine tout un temps, voilà. Mais oui, il y a du cul. Voilà, et clairement, on va dire, il y a du cul, les gens. Il y a du cul, c'est beau le cul. Il y a que ça de beau le cul. Et il y a un peu de cul aussi dans le film de Guillermo. Et du coup, où ça birvoque justement sur les problèmes de société qui sont inhérents à la société mexicaine de l'époque. Et là, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est Guillermo justement a toujours cette habitude aussi de partir, suivre ses personnages, mais il n'y a pas que le personnage principal, parce que le personnage principal vit dans un tout. Et donc derrière, tu vois tous les autres personnages qui font leur vie. Et ça, je trouve que c'est très intelligent en termes de mise en scène, parce que ça te crédibilise un univers, et ça te crédibilise justement tout un monde. Et c'est ça, juste avec la caméra, les mouvements de caméra, comment le personnage il est cadré, comment il est placé. Et ça, c'est un des problèmes, par exemple, que si vous regardez beaucoup de blockbusters à l'heure actuelle, et surtout les Marvel et tout le tintouin, tu ne revois jamais la population. T'as peut-être un cut rapide pour faire genre « Ah, les gens courent, ils ont peur ah !» Non, mais... Et là, tu n'as pas une vraie vue sur la population. Tu n'as pas une vraie vue sur tout ce qu'il y a autour. Tu vois juste des super-héros qui cassent tout. Et ça perd 100 fois plus en impact parce que justement, c'est ces gens-là, tout ce qu'il y a autour,
qui fait que s'ils sont touchés, ça va te crédibiliser tout un monde et toute la peine qui va être amenée. Donc voilà. Et bien sûr, il y a aussi toujours quelque chose de propre à Guillermo del Toro, c'est le rapport au père. Alors, je trouve que c'est là où il y a ce côté plus adulte, vraiment tranché, c'est que Guillermo del Toro a ce cinéma, je trouve, très fort vis-à-vis du père, qui est normalement quelque chose de très paternel, justement, qui prend soin du personnage du héros, que ce soit dans Hellboy, globalement, que ce soit dans Crimson Peak, le père qui veut vraiment protéger sa fille, quelque chose de très protecteur, mais des fois qui ne peut pas les protéger, à la limite de leur vie, ils vont jusqu'à les protéger. Et il n'y a pas dans... Non, il n'y a pas. Si, on va dire rien, il y en a un dans La Forme de l'eau, c'est plus ou moins le voisin qui est presque un père de substitution au personnage principal. Donc ouais, c'est souvent des personnages qui sont très positifs, mais là c'est la première fois qu'on a un rapport père qui est beaucoup plus lié au fantôme, car c'est un fantôme de son passé qui le hante, qui le brûle et qui presque fait que le personnage principal, joué par Bradley Cooper, se déteste. Et que derrière, il ne veut pas la même vie que ce personnage principal et qui va clairement le brûler. Alors me dites pas, c'est pas nouveau, c'est clairement dans les premières minutes du film. Et que justement, mais qui est toujours hanté par ce rapport au temps. Ce rapport au temps qui est aussi très fort dans le cinéma Guillermo del Toro, et ce rapport au temps qui se matérialise via une montre qu'il a pris à ce personnage principal, à son père slash fantôme, qui va le hanter jusqu'au bout et jusqu'à la fin du film. Et c'est ça qui est très fort, c'est à quel point ce père, entre guillemets, qu'on prétendait mauvais, qui est mauvais même, on va dire, globalement, qui a fait souffrir le personnage principal, va rester comme une présence paternelle, même quand il va toucher le fond, et tout le long de sa vie, quelque part, il y a quelque chose de cyclique qui fait que, peu importe ta situation, tout ça restera toujours te hanter quoi que tu fasses. Et ça, c'est là que je trouve qu'il y a un cynisme que je trouve très fort dans ce film, qu'il n'y a pas dans ses précédents films. Quelque chose de beaucoup plus cynique, et je pense que ça vient de... Là, c'est l'autre point que je vais aborder, et justement ça va se faire de lien, c'est que ce film est clairement un des films les plus personnels de Guillermo del Toro, surtout dans sa continuité du post-Oscar, du fait que ce post-Oscar arrive après La Forme de l'eau, c'est que forcément on attendait beaucoup au tournant Guillermo del Toro, qui est aujourd'hui, quand tu fais un film après Oscar, souvent c'est soit ça se casse la gueule, tout le monde t'aime et tout ça, t'es le meilleur et tout le temps, et derrière tu peux très vite t'enfoncer. Et là, c'est là que on a le Frix et le film noir qui rentrent en collision. À la fois, c'est-à-dire que on connaît l'amour de Guillermo del Toro pour ses personnages étranges, c'est pas pour rien que Rolf Perlman est un de ses acteurs, sa muse, et qu'il apparaît dans tous ses films, et que derrière, on a ces personnages de Frix, ces formes étranges, ces corps étranges, mais d'une profonde bonté, et à côté, on a ce film noir qui se passe dans l'élite new-yorkaise, quelque part, là où il y a les vrais monstres de psychologie, avec le personnage de Cate Blanchett, le personnage du millionnaire, j'ai oublié son nom, je crois que c'est... il va arnaquer, le personnage qui va arnaquer, du coup, qui est très puissant, mais qui est très mauvais, et cette élite, avec leur argent, qui veulent tellement s'acheter ces souvenirs, ce talent qu'a le personnage principal pour pouvoir avoir l'image des revenants, leur permettre justement de remonter, et notamment le personnage de la psychiatre, de montrer qu'elle est plus forte que lui, que ces gens-là sont vraiment des monstres. Et c'est ça qui est très intéressant, et que c'est pas nouveau chez le cinéma de Guillermo del Toro, mais c'est fait dans un contexte du post-Oscar que je trouve très intéressant, qui fait que Guillermo del Toro s'est reposé des questions, je pense, comment je peux faire évoluer mon cinéma, comment mon approche de cinéma peut avancer. Là où le fric, ça a toujours eu une place très importante, là je vous remets quelque part, c'est presque une critique en soi du système hollywoodien qui fait que ces gens sont des monstres. Clairement, lui, c'est le réalisateur qui veut jouer avec ces créatures, et ces créatures, quelque part, sont à l'écart de la société, voire même des fois sont bannis dans les seins, qui n'ont pas le choix d'avancer toujours et encore, là où tous les personnages, on va dire de l'élite new-yorkaise qu'amènent les personnages, le personnage de Cate Blanchett, tu le suis quasi que dans quelques décors. Des décors très glorieux, des beaux hôtels, un très beau cabinet de psy,
Magnifique d'ailleurs, le gros travail de décoration qui est juste monstrueux. Je vous conseille vraiment ce film qui est exceptionnel. Pour moi, c'est un des plus beaux films en termes de décoration que j'ai vu depuis très longtemps. Enfin, fin de l'aparté. Et du coup, on a vraiment ce travail où te dire Guillermo del Toro est passé à autre chose. Et pas passé à autre chose, mais excusez-moi, mauvais terme, c'est pas passé à autre chose, a fait évoluer son travail d'une manière à dire comment regardez-moi les Oscars, comment je me revois en termes d'auteur, de réalisateur, et que derrière, bah, c'est une véritable critique en soi. C'est-à-dire là où, par exemple, je trouve qu'un Burton n'a jamais a tourné en boucle pendant des années, là, je pense que Guillermo del Toro, lui, fracasse le mur et dire ouais, je peux m'étendre beaucoup plus loin, mais ça m'empêche pas que je vais vous pourrir aussi, et que derrière le système hollywoodien broie tout ce qui se fait aujourd'hui, et ça se voit globalement. Et c'est surtout un film sur les coulisses de la vie de Del Toro, de son cinéma, de justement l'évolution. D'ailleurs, je reviens un petit aparté en arrière, excusez-moi, parce que bon, là j'y ai pas pensé, j'ai oublié de parler de la lumière. Putain, j'ai oublié de parler de la lumière. Donc on repart en parlant, je vais finir sur le jeu social d'abord. Mais d'ailleurs, on a justement tout ce jeu social qui est très important dans le film, où on a quand même plus ou moins des bouseux, on va dire, qui vivent dans les frics, justement, qui essaient de vivre. Et t'as l'élite qui vit dans des gros décors glorieux, avec justement, qui est très étouffant, là où tous les personnages des frics sont à l'air libre. Ils sont libres, il n'y a que de l'oxygène autour d'eux. Là, tous les personnages principaux vivent entre quatre murs. Et que le seul moment où la collision va se faire entre le monde des frics, c'est à la fin, avec le fantôme, je spoil pas sur ça parce que c'est très important, le fantôme et justement la réalité se passe en extérieur dans un labyrinthe. Et justement, c'est très intéressant sur ça, de te dire que le décor est quelque chose de très essentiel, et que le lien social, justement, là où le personnage le plus aisé, le personnage de l'homme puissant et dangereux, justement, qui veut revoir l'être aimé, vulgairement, et que derrière, il voit son fantôme, et bien justement, il y a que fait que ces gens puissants n'ont aucune expérience de la vie, et que derrière, ils se laissent avoir par leurs sentiments qui va les tuer. Et c'est ça qui fait que les plus humains sont les gens les moins fortunés chez Guillermo del Toro, et les gens, justement, qui ont le moins de pouvoir et qui vivent librement. Là où c'est pas forcément le cas, justement, chez cette case élitaire, que ce soit le personnage de Cate Blanchett qui reste fermé dans sa psyché, et même le personnage de Bradley Cooper qui va rentrer dans tout ça, et qui derrière, lui, va amener son penchant sur l'alcool, là où il a fait « je ne bois pas, dû à son traumatisme, sans doute, avec comment dire déjà, sa forme paternelle, enfin sa présence paternelle qu'il a eu dans sa vie, et que derrière, on a, et là où il va commencer à boire, et justement au moment où il va flancher dans cette élite, et qui va perdre ses repères, jusqu'à devenir la créature à la fin. Alors je vous spoil pas, parce que c'est un fusil de Chekhov que je trouve avec beaucoup de subtilité, où justement il y a un personnage qui est c'est un personnage de William Dafoe qui va choper des alcooliques, des drogués, tout le tintouin, pour en faire des créatures un petit peu... Jusqu'à que, à la fin, ils deviennent cette créature. Et quand il dit « j'ai toujours été comme ça ». Et c'est ça qui fait que ce film est fort, et que sur toute l'évolution du personnage, on arrive à cette conclusion. Ça dit beaucoup sur le cinéma de Guillermo del Toro. Donc voilà, et du coup je reviens un petit peu en arrière sur l'aspect mise en scène, parce que j'ai zappé de faire ce point là, putain. La lumière, et la lumière et la violence, ça faudrait que j'y amène. Donc du coup, la lumière est magnifique. Alors putain, il y a toujours chez Guillermo del Toro ce contraste du cercle colorimétrique, c'est-à-dire quelque chose de très chaud via des couleurs un peu plus orangées, quelque chose justement qui va te montrer la bienveillance du personnage, mais là où il va à la fois mixer entre un vert très fort afin de dire voilà quand les personnages vont passer la barrière, là il utilise beaucoup plus les ombres, et là ça j'adore, c'est un effet de style vraiment propre au film noir, que je trouve d'une force visuelle. Non mais en fait, c'est que certains vont me dire ouais mais non, tu te gna sur les ombres et tout le tintouin, arrête, ça franchement c'est que de la lumière. Oui mais la lumière c'est pensé.
La lumière, c'est fait pour être pensé. La lumière, c'est fait justement pour que ça raconte tout visuellement. Sur comment un personnage évolue, sur tout ce qu'il peut avoir de malsain en lui, ça passe par la lumière. Par exemple, juste un visage à moitié éclairé, avec que du contraste de ce côté, ça veut raconter beaucoup de choses, visuellement parlant. Et là, justement, Guillermo del Toro, je pense que son film, je coupe le son, je comprends totalement la mise le film, rien qu'avec les cadrages et la lumière. Et c'est ça qui fait que c'est génial. Avec la musique, vous me laissez au moins la musique, quand même, histoire d'eux, mais globalement, c'est ça. Et d'ailleurs, dernier point que je mets aussi sur le cinéma un peu adulte de Guillermo, c'est la violence. C'est le film peut-être le plus violent. Attention, je te parle pas d'une violence à la Hellboy, à la Crimson Peak et tout un temps. Là, on voit vraiment des gens crever, mais sales. Mais sales. Là, on n'est pas sur un film un peu cool et voilà. Non, on est vraiment sur quelque chose que je trouve de très sale et direct, dans le sens que, par exemple, il y a un personnage qui se fait tabasser à mort, t'as un personnage qui se fait rouler dessus, mais que ça vient vraiment de l'esthétique des années 40, qui était quand même un film très qui pouvait, même si sous le code ACE, des fois pouvait être très virulent, parce qu'il te montrait les morts hors champ, mais clairement, des fois, était très radical. Donc, globalement, on a un cinéma qui est chez Guillermo del Toro, quelque chose qui le renouvelle et qui amène vraiment un cinéma, je trouve, fort. Un cinéma fort. Un cinéma que moi, j'ai envie de voir toutes les semaines en salle. Un cinéma que j'ai envie de voir à chaque fois, parce que c'est ce qui me donne des émotions. Même quand je suis claqué, pourtant je suis allé le voir, j'étais claqué, j'avais bossé la veille, j'étais ratatiné. Je suis allé le voir, je me suis mis ma petite moutie duvet, et j'ai regardé le film, j'ai fait putain. Mais c'est ça du cinéma. Putain de merde. Et là, moi je vois Spider-Man qui fait pendant presque 6 semaines, qui fait 6 millions d'entrées. Et après vous me dites, non, t'as tort, tu devrais pas penser ça, Nero, ça c'est pas la bonne façon de penser, le cinéma restera toujours fort. Mais j'ai envie de vous dire, quand Spider-Man, encore c'est ceux de Sam Raimi, je dirais rien, parce qu'ils sont plus, moi je les adore, ceux de Raimi. Même Amazing, merde, Amazing ça me ferait moins chier clairement. Et que celui-là, clairement, faut arrêter, c'est pas bon. C'est clairement pas bon. Et quand j'entends des Pascal Laugier ou même d'autres dire que le cinéma est aujourd'hui calibré pour un enfant de 12 ans, bah, comment prouvez-moi que je peux pas avoir ma psyché. Il y a que quelques exemples par an qui font que il y a des véritables braquages, genre Parasite. C'est l'exemple que je prends parce que pour moi, c'est un des rares cinémas adultes de ces dernières années qui est fort et qui, justement, derrière, te montre que le cinéma peut être très fort. Mais là, quand je vois que le dernier film des Cohen, de Ethan Cohen, est sorti sur Apple et que tout le cinéma entre guillemets mature, comme t'es sur les séries, qui est même les thématiques adultes qui sont sur les séries, vont aller que sur les plateformes, comment tu veux que je n'accentue pas ma façon de penser ? C'est une des rares exceptions, c'est pas la règle. En plus, tu regardes qu'en salle, en plus, les films se cassent la gueule. Ce film aux États-Unis s'est cassé la gueule. J'espère qu'en France, il fera de meilleures entrées. Mais globalement, West Side Story, ça s'est cassé la gueule. T'as plein de films qui sont cassés la gueule. Et après, ils vont dire, ah non, mais il faut sauver les salles. Mais arrêtez, allez voir déjà des bons films en salle. Soutenez les bons films. Soyez des spectateurs responsables. Moi, je vous critique pas à un moment. C'est parce qu'à un moment, vous allez voir ce que vous voulez. Mais je pense que c'est des films. Même enfant, je serais allé le voir. Même ado, je serais allé le voir. À 12 ans, je serais allé le voir. Pourquoi ? Parce que justement, c'est des films qui t'apportent beaucoup dans la vie. Excuse-moi, Spider-Man, à part globalement, et encore même pas ceux de John White, c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, enfin, Uncle Ben, c'est un moment, franchement, si c'est pour ça... Je préfère que Spider-Man reste au chômage. En plus, le pire, c'est qu'on part pour se taper une trilogie. Là, ils vont faire tout le multiverse. Franchement, on va partir pour encore 10 ans. Encore 10 ans. Mais moi, j'en veux plus. Je veux plus de Marvel dans les salles. Je veux plus de ce cinéma-là dans les salles. Et certains vont me dire, non, on veut Nio. Mais moi, j'ai envie de ce cinéma avec un grand C. Un cinéma qui me fait rêver. Un cinéma qui va m'évader loin. Je veux pas un film qui va me faire, ouais, bon, c'était pas mal. J'en veux plus de ça. Bon les gens, j'ai beaucoup parlé pendant 30 minutes sur ce film. J'espère que vous avez apprécié cette critique, que vous avez aimé ce film, que vous irez le voir. Et surtout, allez voir ce film. Je vous dis donc, abonnez-vous à la chaîne, buvez un bon café. Pensez à mettre un like s'il vous plaît ou un petit commentaire. Montrez que vous êtes présent. Parce que bon, je fais pas beaucoup de vues, mais j'ai l'espoir qu'un jour ça change. Que mes podcasts m'amèneront dans les cieux.
Et de toute façon, bientôt, je vous ai dit, hein, bientôt, je ferai peut-être du Twitch et un petit peu sur YouTube. On verra bien ça. Dernier coup de cœur. Allez soutenir le cinéma, les gens, c'est important. Allez voir des bons films et montrer que des grands cinéastes comme ça méritent votre attention. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Hasta luego.